Bonsoir à tous, c'est la deuxième édition de la presse se dispute sur Equinox Télévision. Ce soir, une thématique fort intéressante relativement à la gestion des fonds Covid 2019. Vous l'avez certainement remarqué depuis quelques jours, des sorties des membres du gouvernement. D'abord, le ministre des Finances qui indique avoir débloqué pas moins de 46 milliards de francs CFA, une dotation pour le ministère de la Santé publique dans le cadre du plan de riposte gouvernemental. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui à son tour indique dans un communiqué avoir reçu seulement 36 milliards de francs CFA. Du coup, question, où sont passés les 10 milliards d'écart entre ce que dit le ministre des Finances et celui en charge de la santé publique? Évidemment, la presse s'en est abondamment abreuvée. Et vous le verrez ce matin, par exemple, en une du quotidien Info Matin, qui parle de Lupon Motazé, le ministre des Finances, qui a été auditionné pendant 3 jours au tribunal criminel spécial relativement à la gestion des fonds Covid-19. Pendant ce temps, le quotidien Le Messager parle de cette guéguerre entre deux membres du gouvernement qui sont au cœur de cette gestion des fonds Covid, le ministre des Finances qui donc dit avoir débloqué 46 milliards, pendant que son collègue de la santé publique dit n'avoir reçu que 36 milliards de francs CFA. La LNE également voit un affrontement entre ces deux membres du gouvernement, dès lors que les deux ne s'entendent pas sur les décassements qui ont été effectués. Dans toute cette bataille, il y a le journal Pile ou Face qui se demande si ce sont les mêmes voleurs, entre guillemets, qui vont gérer le deuxième décaissement du Fonds monétaire international. On parle de 93 milliards de francs CFA supplémentaires que le Cameroun devrait recevoir dans le cadre de sa riposte contre cette pandémie. Le journal Censure, pour sa part, relativement à ce conflit, fait savoir que le docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, ne sent ni chaud ni froid. Allez-y comprendre quelque chose. Et pour terminer sur cette actualité, défi actuel justement, qui annonce ce décaissement de l'ordre de 93 milliards de francs CFA, décaissement supplémentaire donc, à mettre bientôt à la disposition du gouvernement de la République. La presse donc se dispute autour des fonds Covid. Et pour en parler ce soir, dans cette émission, nous recevons Patrick Eya. Patrick Eya, bonsoir. Bonsoir Marcelin. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un honneur de venir sur ce plateau, discuter ou alors se disputer avec la presse. Patrick, vous travaillez pour Afrique Média, vous êtes également un fonctionnaire en service au ministère des Mines. Bon, c'est bien cela, sauf si les choses ont évolué entre-temps. Je voudrais retenir que c'est le journaliste qui est sur le plateau ce soir. Je suis effectivement en service à Afrique Média, où je suis le directeur de l'information. Pour le reste, je crois que cette information n'est pas très importante sur ce plateau. Merci bien donc, monsieur le directeur de l'information d'Afrique Média. Guy Zogo, bonsoir. Bonsoir Marcelin. Merci également d'honorer ce deuxième rendez-vous de la presse et dispute. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur Centre Sud-Est d'Equinox Télévision. Bienvenue dans la maison. Merci de m'avoir invité pour partager le débat de la presse et naturellement les débats qui sont souvent très enlevés et très vifs ces dernières semaines, vous l'avez rappelé, au sujet notamment de la gestion du fonds Covid. Alors, nous avons essayé de recenser pas moins de 6 journaux qui s'affrontent justement sur le terrain de la gestion des fonds Covid-19. On est parti d'un montant de 180 milliards répartis entre plusieurs départements ministériels, d'un audit qui a été réalisé par la Chambre des comptes de la Cour suprême et dont les résultats n'ont pas été officiellement publiés. Mais aujourd'hui, il y a cette guerre qui s'oppose aujourd'hui visiblement sur un terrain que tout le monde maîtrise, une guerre entre deux membres du gouvernement, le ministre des Finances, dont les services disent avoir fait décaisser par le ministre de la Santé 46 milliards de francs CFA dans le cadre de cette lutte. Et en face, on a vu la réponse cinglante du ministre de la Santé publique qui dit n'avoir reçu que 36 milliards de francs CFA. Et vous voyez bien dans la presse ce matin qu'il y a un affrontement des chiffres, mais un affrontement également de ces deux membres du gouvernement. Je commence par vous, Guy Zogo, sur ce théâtre-là. Qu'est-ce que vous y pensez, cette suite-là de l'affaire de la gestion des fonds Covid-19, telle que la presse également le relais aujourd'hui? Écoutez, on n'en sort finalement pas. La question de la gestion du fonds Covid au Cameroun devient véritablement un combat permanent, notamment les membres du gouvernement. Donc, sur la question sur la gestion des 180 milliards déjà initialement, on avait tout entendu. On avait vu des accusations et des contre-accusations. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave puisqu'on se retrouve dans la rue. On n'imagine pas que
un argentier, celui qui tient les cordons de la bourse du gouvernement, dise avoir donné 46 milliards, une somme très précise, à un collègue du gouvernement et que celui-ci le retoque aussi sèchement et publiquement en disant « je ai plutôt reçu 36,5 milliards ». C'est pratiquement de l'inédit. Et donc, c'est une situation ubuesque à laquelle nous assistons dans ce jeu de ping-pong entre ceux qui ont eu à gérer les fonds du Covid et qui aujourd'hui se retrouvent manifestement empêtrés dans un processus judiciaire, puisque nous sommes déjà là en plein le TCS qui auditionne des gens et tout le monde se rend compte qu'effectivement la situation devient très compliquée. C'est un peu le sauf qui peut, pour parler trivialement, c'est un peu le sauf qui peut et on se défend comme on peut et il est dommage que tout cela se retrouve dans la rue. C'est une véritable chienlit. Alors, Patrick, est-ce que vous comprenez cette guéguerre finalement des membres du gouvernement disons, on parle du sauve qui peut et vous voyez que cela embarrasse également un tout petit peu la presse. Info Matin parle de Lupo Motazé qui a été auditionné au TCS pendant quasiment 3 jours. On n'a pas les détails, n'est-ce pas, de cette audition, mais le simple fait de passer quand même devant le TCS, que ce soit comme témoin ou bien que ce soit comme présumé accusé, ça peut quand même prêter également à confusion, parce que jusqu'ici, on avait parlé quand même d'un certain nombre de membres du gouvernement qui ont été auditionnés, et on voit bien que cet affrontement entre le ministre Santé et le MINFI remet au goût du jour la guéguerre justement, mais surtout ce flou qui persiste dans la gestion des fonds Covid. Effectivement, je crois que moi j'ai plutôt peur que la presse ne soit le dindon de la farce. Parce que là, on a bien l'impression qu'il s'agit d'un combat où chacun veut sauver sa tête. Et en fonction des intérêts des uns et des autres, on va orienter la presse d'un côté ou d'un autre. Parce qu'aujourd'hui, une chose reste constante, c'est que de l'argent avait été débloqué pour que le Cameroun essaie d'apporter une riposte contre le Covid-19. Et des rapports sont venus nous démontrer que cet argent a été mal utilisé. C'est ça le fond. Le problème est là. Qu'on ait donné 46 milliards ou 35 milliards ou 50 milliards à quelqu'un, il faut maintenant que chacun essaie de préparer des éléments de réponse pour justifier l'utilité ou alors l'utilisation de l'argent qui a été mis à sa disposition. Maintenant, cette petite guéguerre, je crois qu'on a lu une fiche qui avait été, on m'a dit que c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui lui-même avait assuré les répartitions entre les départements ministériels. D'où vient-il aujourd'hui que la guerre se situe plutôt entre le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique? Je pense qu'on veut perdre non seulement le peuple en conjecture dans cette affaire, on veut nous embrouiller une fois de plus. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Que ce soit 46 ou 35 ou 34 milliards, je pense que le véritable problème pour les uns et les autres aujourd'hui, c'est de préparer leur ligne de défense. Et ce n'est pas dans la presse que cela va se résoudre. Je crois que le TCS, comme tu l'as si bien dit, a auditionné le ministre des Finances qui a donné sa part de vérité. Je pense que le ministre de la Santé est aussi passé. C'est à ce niveau-là que les uns et les autres doivent se justifier pour qu'à la fin, on puisse établir les responsabilités de qui a bien utilisé ou mal utilisé l'argent qui a été donné pour sauver la vie des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, je pense que c'est tout simplement un débat de chiffonnier. Patrick, il y a le problème qui s'oppose, c'est que vous interrogez justement comment se fait-il que le Premier ministre ayant fait une répartition et que finalement la guéguerre se retrouve entre Manaouda Malachi et le ministre Louis-Paul Motazé. Mais c'est peut-être aussi ce que nous montre cette bataille autour de la gestion des fonds Covid, c'est le mode de fonctionnement du gouvernement. Il me semble bien qu'il y a, là on voit en exergue des réseaux qui existent. Parce que si finalement c'est Manaouda Malachi qui se retrouve cloué au pilori, et que de l'autre côté, il s'en prend au ministre des Finances, on comprend qu'il y a une ligne de fracture, et que le Premier ministre a certainement quelques personnes, quelques membres du gouvernement qui lui sont proches. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre lui-même a été épinglé dans cette affaire. Et donc, il y a des gens qui sont de son côté et il y en a d'autres qui sont contre lui. Et donc, dans ce cas-là, s'il est question qu'il soutienne Manaouda Malachi, on comprend mieux pourquoi la guerre se retrouve actuellement entre Manaouda Malachi et le ministre des Finances. Donc, nous sommes là dans un contexte où c'est la guerre des tranchées véritablement. 180 milliards, 46 en plus derrière maintenant.
Donc, véritablement, je crois que ça se joue au bazooka et vraiment on tire comme on peut et comme on veut à volonté. Alors Patrick, est-ce que vous, lorsque vous voyez le traitement que la presse fait de cette actualité depuis le début, vous avez semblé le dire tout à l'heure, qu'on se retrouve comme le dindon de la farce, et ça dit que la presse, elle aussi, est manipulée en fonction des intérêts. J'ai pris l'exemple de 6 journaux, il y en a plus qui ont parlé de cette affaire aujourd'hui. Vous avez vu par exemple Sans Censure Hebdo, qui dit que ça ne fait ni chaud ni froid au ministre de la Santé publique que l'on dise quoi que ce soit sur cette affaire. Pendant que d'autres journaux, à un moment donné, avaient des prises de position quand même qui étaient questionnables sur cette affaire. Justement, sur les différents titres que nous avons vus, on se rend bien compte qu'il y a un camp dans cette guerre qui est en train de faire de la communication à travers la presse. Censure, qui dit que le ministre de la Santé, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Je pense que c'est une prise de position qui indique déjà l'orientation que ce média a pris par rapport au problème. Parce qu'on estime que c'est le chien à boire, la caravane passe pour le ministre de la Santé. Je peux le comprendre ainsi. Quelqu'un d'autre peut comprendre autre chose. Quand tu regardes tous les titres qui ont été affichés tout à l'heure, on se rend bien compte qu'on est là maintenant dans la guerre de communication. On n'est plus dans le Covid. Maintenant, les gens viennent sur le terrain de la communication pour essayer de convaincre le peuple par rapport à ce que c'est l'autre qui a fauté, c'est pas moi, c'est lui qui a fait l'erreur au niveau du chiffre. Et il m'a attribué 46 milliards alors que je n'en ai reçu que 34. C'est une manière de manipuler la presse qui malheureusement va se retrouver donc entre ces deux feux. Chacun va essayer avec les moyens dont il dispose d'orienter les uns vers un côté et pas de l'autre. Et là, moi, je dis que c'est tout simplement dangereux parce que ça va nous perdre en conjecture. Comme je l'ai dit tantôt, on ne saura plus exactement quel est le fond du problème. Est-ce que le problème dans sa globalité se résout à cette différence de prix? On a parlé de 11 milliards qui serait en train de se balader. Je voudrais dire pour finir que dans cette affaire, on sait quand même que le ministère de la Santé publique est le ministère opérationnel. On a le ministère des Finances qui est l'argentier. C'est par lui que transite l'argent pour aller vers ceux qui en ont besoin. Je crois que ce dispatching ayant été fait, il est tout à fait normal que le ministère de la Santé paraisse comme celui qui aura reçu la plus grosse enveloppe parce que c'est quand même des questions de santé qu'il s'agit. Et maintenant, le reste, je crois, à mon avis, c'est une question qui mérite qu'on y accorde beaucoup plus d'attention et que ça ne reste pas une affaire où chaque journal va venir à son tour nous présenter un titre qui va en fonction de ses intérêts. Alors pendant qu'on y est, Guy Zogo, il y a donc Défi Actuel qui affiche à sa une de ce jeudi que le Fonds monétaire international est sur le point de procéder à un deuxième décaissement en faveur du Cameroun, alors même que l'on pensait qu'avec le blocage de la publication de l'audit sur la gestion de 180 milliards, cela aurait pu amener le FMI un tout petit peu à hésiter. On parle d'un décaissement supplémentaire de 93 milliards. Dans un tel environnement, est-ce qu'il y a de quoi rassurer cette position du Fonds monétaire international aujourd'hui qui semble avoir tranché finalement le débat, puisque si on annonce un deuxième décaissement, on a l'impression que tout est clos là. Oui, mais écoutez, il faut savoir que le Fonds monétaire international est une institution monétaire internationale qui a des rapports avec l'État du Cameroun, qui prend un certain nombre d'engagements et qui doit effectivement les respecter à un moment donné. Vous savez, le Fonds monétaire international a d'ailleurs dû consentir à un moment donné à débloquer les 180 milliards en urgence, sans forcément qu'on respecte les procédures usuelles qu'on connaît en la matière avant tout décaissement. Donc on n'a plus été très très regardant en matière de décaissement. C'est dans cette même logique-là qu'il faut mettre les 93 autres milliards qui sont annoncés, malgré tout le scandale dont nous sommes en train de parler, ce scandale-là, et malgré d'ailleurs un certain nombre de critiques qui ont été formulées par la société civile camerounaise, qui a écrit à 2 reprises déjà au moins pour s'étonner, pour d'ailleurs demander au FMI de ne pas procéder à ce deuxième décaissement. Mais le FMI, qui a contracté un certain nombre d'engagements avec l'État du Cameroun, le fait. Et peut-être il faut peut-être souligner que c'est un point important sur la suite des événements par rapport à la gestion des 180 premiers milliards. Chaque fois que le président Paul Biya a été interpellé par la communauté internationale, il a été beaucoup plus enclin à agir, puisque nous n'avons même pas la certitude que si le FMI n'avait pas demandé un audit, on en serait là aujourd'hui à parler de la gestion des 180 milliards. Donc, les 93 autres milliards vont certainement être décaissés, mais
il y a fort à parier que pour donner des gages au FMI, certainement que le président de la République pourrait leur dire, écoutez, moi, je vais prendre des dispositions, je vais sanctionner. D'ailleurs, les gens sont déjà auditionnés au TCS, comme vous pouvez le voir. Il y aura des sanctions derrière. Nous, on a besoin de cet argent d'ailleurs pour continuer d'abord la lutte contre le Covid. Donc, finalement, il y a une logique qui est respectée entre le Cameroun et le FMI. Le FMI tient ses engagements, mais on ne peut pas dire qu'on a enterré définitivement la question des sanctions judiciaires. Il pourrait avoir effectivement beaucoup de rebondissements, peut-être dans les semaines qui viennent. Alors, le journal pile ou face, Patrick, je reviens à vous, s'inquiète en disant, bon alors, si on n'a pas pu gérer les premiers 180 milliards, et qu'aujourd'hui, il y a un deuxième décaissement de 93 milliards dont on va attribuer la gestion à ces voleurs. Le journal a bien fait de mettre entre guillemets ces voleurs en estimant, et le ministre de la Communication en parlait, qu'il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il y ait peut-être l'ouverture d'une information judiciaire entre ceux qui seraient mis en cause. Vous comprenez cette colère de la population qui, à travers le journal Pile ou Face aujourd'hui, s'inquiète en se disant, alors, ils n'ont pas pu gérer 180 milliards, aujourd'hui on va donner 93 milliards supplémentaires. Encore à ces mêmes voleurs, entre guillemets. Que le peuple a soif de sang, le peuple veut des coupables, le peuple veut que des responsables soient, n'est-ce pas, punis pour ce qu'ils ont fait par rapport à cet argent. Mais malheureusement, tu le dis si bien, on se rend compte que le Cameroun, une fois de plus, ça semble, je peux le dire comme ça, de l'impunité, parce qu'on ne comprend pas que depuis que cette affaire a commencé, et surtout l'attitude du FMI, c'est vrai, elle est diplomatique, comme le dit Guy, qui fait son travail, joue son rôle, mais nous, on se pose quand même des questions. Le peuple veut savoir. On n'a pas fini avec un dossier, maintenant, on a déjà eu un autre décaissement. Ça veut dire que le rapport que le Cameroun a présenté au FMI lui a paru satisfaisant pour continuer la démarche de décaissement d'argent. Est-ce qu'on va confier la gestion de cet argent? Mais on a parlé de la création d'une task force qui est partie du côté de la présidence de la République. Est-ce que cela veut dire que les ministres sectoriels qui sont sur le terrain n'auront plus la main mise sur cet argent? Est-ce que la task force en elle-même est une garantie absolue de bonne gestion de l'argent? C'est autant de questions. Ce n'est pas une hypothèse qui peut rassurer les populations, ce qui s'inquiète déjà, parce que la task force a quand même été mise en place depuis un certain nombre de mois, non? On n'a pas vu avec la CAN. Donc je crois que, sans être l'avocat du gouvernement, mais je pense qu'il y a peut-être une seule option que le gouvernement pourrait actionner à l'heure actuelle, ce serait celle du remaniement ministériel, qui pourrait régler la question. L'agenda du président. L'agenda, on ne peut pas toujours dire que l'agenda du président n'est pas l'agenda du peuple. Du moment où c'est le peuple qui a élu le président de la République, à un moment donné, il faudrait que le président de la République se soumette quand même aussi aux desiderata du peuple. Peut-être pas à 100%, lui gardant effectivement la main sur un certain nombre de choses, mais peut-être que la seule option qui reste actuellement, il faudrait qu'il y ait un remaniement ministériel. On n'imagine pas, Patrick Eya, qu'on puisse gérer 93 milliards par la task force qui est logée à la présidence et les ministres opérationnels sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils devront aller à la présidence pour prendre les ordres tous les matins, alors que les Camerounais seront peut-être à l'article de la mort parce qu'ils auront contracté le Covid. Donc finalement, il y a une solution qui est la plus évidente. Il ne manque pas de personnes au Cameroun, des personnes ressources au Cameroun pour gérer des fonds par rapport à une situation. On ne va pas dire qu'on est aussi désespéré que cela pour pouvoir gérer. Même si on va quand même aussi dire qu'on est en situation de crise et que le moment n'est peut-être pas indiqué d'apporter ou d'amener des nouveaux hommes à la tête des ministères. Ça va, on a non seulement l'affaire du Covid qui continue et qui continue à être de plus en plus menaçante. On a déjà quand même un ministre qui est là, qui maîtrise un certain nombre de dossiers. Ce n'est pas pour le défendre. Et on a également la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. On se dit que maintenant, s'il y a des chamboulements, est-ce que ça ne va pas retarder les choses? Je me dis, c'est une analyse personnelle que je fais, je peux me tromper. Mais c'est pour dire que l'agenda du président, malheureusement, il est le seul à maîtriser tout dans sa tête. Donc, cette affaire Covid, on verra bien jusqu'où elle va nous amener. Moi, je pense que la presse doit tout simplement rester un peu prudente sur le traitement de cette affaire au risque d'être
n'est-ce pas, menée en bateau par les uns et les autres qui veulent, n'est-ce pas, sauver leur tête et préserver. Beaucoup de milliards qui ont disparu entre-temps. C'est beaucoup d'argent. Ils peuvent servir aussi à ce que la presse se requinque de temps en temps. C'est ça la question, justement. Et donc, finalement, beaucoup de disputes, vous l'avez compris, autour de la gestion des fonds Covid. 180 milliards au départ. Un deuxième décaissement de l'ordre de 93 milliards annoncé par le Fonds monétaire international. Vous comprenez bien que la presse se dispute autour de ces sujets. C'était le sujet majeur en débat ce soir au cœur de cette émission que nous allons clôturer. Le temps passe très vite, hein, Patrick. On ne se rend pas compte. Le temps passé, on n'a pas vu 25 minutes tout à fait. pour se disputer autour des sujets majeurs. Je crois qu'il va falloir, il va falloir tirer un peu. Il y a Equinox qui arrive quand même. Il va falloir, parce que là, c'est aussi important que la presse puisse, n'est-ce pas, parler de ses problèmes, puisse dire, n'est-ce pas, comment elle fait le traitement des informations. Et c'est aussi important, tout comme Equinox Soir, la presse se dispute, c'est aussi une grosse... Merci Patricia de votre disponibilité. Vous venez d'Afrique Média, Gizogo en service à Equinox Télévision. Merci également pour votre disponibilité. On va remercier nos téléspectateurs bien nombreux qui étaient devant leur poste de télévision ce soir pour nous regarder. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi. Ce sera la dernière édition de la semaine, la presse se dispute. Bien le bonsoir et dans quelques minutes, Equinox ce soir s'installe avec Serge Alain Autou.